Avant même de gagner notre premier euro, avant même d'ouvrir un compte bancaire, quelque chose décide déjà d'une partie de notre rapport à l'argent. Ce sont des choses qu'on ne remarque pas. Les discussions à voix basse à table, la façon dont nos parents réagissaient aux mauvaises nouvelles économiques, le ton qu'ils employaient quand ils parlaient d'avenir, de dépenses, de risques. On croit devenir adulte et tout recommencer de zéro. Mais une grande partie de notre comportement financier est déjà écrite dans un langage invisible, celui de l'expérience, de la peur et des croyances héritées. Puis un jour, vient le premier salaire, la première décision financière, le premier choix d'investisseur. Et là, on réalise que ce choix n'a rien de rationnel, parce que l'argent n'est pas un outil neutre, c'est un miroir où se reflètent nos fragilités, nos ambitions, nos blessures, nos espoirs et les histoires que nous portons sans le savoir. L'argent, on croit que c'est un jeu de chiffres, on croit que c'est logique, rationnel, froid, comme si nos décisions se prenaient entre deux colonnes d'un tableur. Mais la vérité est infiniment plus intime. Nos choix financiers naissent dans les chambres où nous avons grandi, dans les conversations chuchotées à la fin du mois, dans les silences lourds, les peurs héritées, les rêves qu'on n'a jamais osé formuler. Ce n'est pas votre calculatrice qui décide, c'est votre cœur, votre histoire, et parfois vos blessures. Aujourd'hui, on part explorer cette zone invisible, fragile, souvent ignorée, la psychologie de l'argent. Avant d'aller plus loin, demandez-vous une chose, mon rapport à l'argent est-il vraiment le mien ou celui que j'ai reçu? Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un cours de finance, c'est un miroir tendu par Morgan Housel dans son livre The Psychology of Money, un livre qui nous rappelle une vérité simple. Devenir libre financièrement n'est pas une question de mathématiques, mais de comportement. Pas une question de logique, mais de perception. Pas une question d'intelligence, mais de relation à soi. En 12 grandes idées, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes prospèrent, pourquoi d'autres s'épuisent, et comment réécrire votre rapport à l'argent pour de bon. Gardez l'esprit ouvert. Certaines idées vont vous surprendre, d'autres vont vous toucher, et peut-être même vous bousculer. Bienvenue dans une nouvelle façon de comprendre l'argent. Dans les années 1970, l'inflation s'envole, les taux d'intérêt explosent, et la bourse reste presque immobile pendant plus d'une décennie. Une génération entière grandit alors dans un climat de peur économique, où emprunter coûte une fortune et où les salaires fondent chaque année. Au même moment, un enfant né dans les années 1990 voit l'exact inverse, une inflation faible, l'explosion des marchés boursiers et un monde porté par l'espoir technologique. Même monde, deux réalités, deux psychologies financières opposées. Votre rapport à l'argent est façonné très tôt par l'époque, les crises, l'environnement et les conversations qui vous entourent. Les données montrent qu'une personne née pendant une période de forte inflation privilégiera davantage l'immobilier, alors qu'une personne ayant grandi pendant un marché haussier aura instinctivement plus confiance dans la bourse. On ne réagit pas à l'économie réelle, on réagit à ce qu'on a vécu. Votre passé parle encore dans vos décisions. Personne n'est fou, chacun agit selon le monde dans lequel il a grandi. Quel était votre tout premier souvenir d'argent? Pendant la crise de 2008, les marchés chutent de plus de 50%. Un ingénieur brillant panique et vend tout après une baisse de 20%. Il ne reviendra jamais dans le marché. A l'inverse, un conducteur de bus du nom de Ronald Read épargne modestement, régulièrement, sans jamais paniquer, et finit avec une fortune de plusieurs millions de dollars. Deux vies, deux comportements, deux résultats. L'argent n'est pas une équation, sinon les plus brillants se rêvent les plus riches. Mais ce n'est pas le cas. Les meilleurs investisseurs ne sont pas les plus intelligents, ce sont les plus stables. La compétence financière la plus rare n'est pas l'intelligence. C'est la tranquillité émotionnelle. Ce n'est pas votre cerveau qui vous enrichit, c'est votre comportement. Quand le marché chute, êtes-vous calme ou en survie? Quelqu'un qui met tout dans l'or n'est pas irrationnel. Peut-être a-t-il vu sa famille perdre leurs économies dans l'inflation ou le chaos politique. Une personne obsédée par Bitcoin n'est pas irrationnelle. Peut-être a-t-elle grandi dans un pays où le système bancaire s'effondrait régulièrement. On croit choisir. Mais souvent, on répète. Nos comportements financiers sont des réflexes émotionnels hérités. Si vous ne comprenez pas votre passé, vous ne comprendrez jamais vos décisions. Vous n'êtes pas irrationnel, vous êtes programmé. Quel comportement financier reproduisez-vous sans savoir d'où il vient? Warren Buffett vaut plus de 100 milliards de dollars. Il avait 1 million à 30 ans, 1 milliard à 56 ans et plus de 90% de sa fortune après 60 ans. Cela n'a rien à voir avec un talent exceptionnel. Beaucoup ont eu de meilleurs rendements que lui. Mais Buffett a investi pendant plus de 75 ans. À l'inverse, Jim Simons, l'un des meilleurs traders de l'histoire, commence tard. Ses rendements sont spectaculaires, mais son patrimoine final reste bien inférieur à celui de Buffett.
Le temps est la véritable magie de la finance. Pas le talent, pas la chance, pas le choix des actions, juste le temps. L'effet boule de neige n'a besoin que d'une seule chose, du temps. La richesse pousse comme un arbre, longtemps invisible, puis évidente. Et si vous commenciez vraiment aujourd'hui? Une chute de 30% fait la une. Une décennie de croissance passe presque inaperçue. Le cerveau humain détecte d'abord le danger. Il est programmé pour la survie, pas pour la prospérité. L'optimisme n'est pas naïf. Il est statistiquement réaliste. Les mauvaises nouvelles font du bruit. La richesse pousse en silence. En 1968, seulement une poignée d'écoles possèdent un ordinateur. Par chance, l'une d'elles est celle de Bill Gates. Mais dans ce même groupe, un autre génie, Kent Evans, aurait pu être cofondateur de Microsoft. Il meurt à 17 ans dans un accident. Chance et risque. Même pièce. Deux faces. Nous sous-estimons la chance dans nos succès. Nous sous-estimons le risque dans nos échecs. Soyez humble dans vos réussites et indulgent avec les autres et avec vous-même. Vous n'êtes pas 100% responsable, ni 100% innocent. L'Université de Pennsylvanie démontre que, passé un certain niveau de revenu, le bonheur n'augmente presque plus. Ce qui augmente réellement le bien-être, c'est la capacité de dire « je fais ce que je veux, quand je le veux ». Avoir du temps, c'est avoir une vie. L'argent ne crée pas toujours le bonheur, mais il peut créer la liberté. La richesse ultime, choisir vos journées. Plusieurs fois dans l'histoire, les marchés se sont effondrés de moitié, et parfois bien plus. Chaque crise semble unique. Chaque fois, le monde semble s'effondrer. Et pourtant, il finit toujours par remonter. La volatilité n'est pas un accident, c'est le prix d'entrée. Le ticket pour accéder au rendement. Accepter l'inconfort, c'est accepter la réalité. Les rendements ne sont jamais gratuits. Amazon a essayé des dizaines de projets qui ont échoué. Mais un seul, AWS, rembourse tous les autres et rapporte des milliards. Dans la vie, comme dans l'investissement, la majorité des tentatives échouent. Une seule réussite rembourse tout. Il suffit d'un succès pour réécrire une vie. Vous pouvez échouer 90 fois. Il suffit d'un coup gagnant. La majorité des apparences ne reflètent pas la réalité financière. Beaucoup de signes extérieurs de richesse sont financés par la dette. La véritable richesse s'accumule en silence, dans l'épargne, les actifs et les choix que vous ne faites pas. Ce que vous montrez ne dit rien, ce que vous gardez dit tout. La richesse n'a pas besoin de briller pour être puissante. Beaucoup de fortunes établies se sont effondrées non pas par manque d'argent, mais par absence de limites. Si assez n'existe pas, la quête devient infinie et dangereuse. Définir assez vous protège. Sans limite, même l'abondance devient un piège. Les études montrent que plus de 80% des traders individuels perdent de l'argent sur le long terme, non par manque d'intelligence, mais par manque de discipline. L'argent récompense la constance, pas la brillance. Vous n'avez pas besoin de plus de connaissances, vous avez besoin de plus de maîtrise. L'argent suit ceux qui se contrôlent. L'argent n'est pas un outil, c'est un miroir. Il raconte vos peurs, vos rêves, vos habitudes et vos programmations. Pour devenir libre, il ne suffit pas de comprendre les marchés. Il faut comprendre celui qui prend les décisions, vous. Quand la psychologie et la finance se rencontrent, on arrête de courir, on commence à construire. Si cette exploration vous a parlé, si elle a éclairé un coin de votre histoire financière, alors abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, quelle idée vous a le plus secoué? Et si ce sujet vous passionne, vous pouvez également regarder notre analyse complète de Père riche, Père pauvre, une autre façon puissante de comprendre l'argent et de transformer votre rapport à la richesse. Parce que ce voyage ne fait que commencer.